Ma femme, qui se croit tout permis, a organisé un dîner et a oublié de mettre une place pour moi. Elle a ri, on oublie les gens ennuyeux. J'ai répondu, pas de problème, amusez-vous bien. Ensuite, je suis allé au disjoncteur, j'ai coupé le courant de toute la maison et je suis parti. Elle s'est retrouvée à m'appeler frénétiquement depuis une fête sombre et ruinée. J'ai toujours été le type discret, le gars stable. Celui qui pense à payer le crédit immobilier, qui répare le broyeur à ordures un dimanche soir, celui qui écoute patiemment pendant que ma femme, Pamela, raconte chaque petit drame de son groupe d'amis. Je pensais que c'était notre dynamique, vous voyez. J'étais les fondations, elle était la maison magnifiquement décorée. Il s'avère que je n'étais pas les fondations. J'étais le paillasson sur lequel elle s'essuyait les pieds avant d'accueillir ses invités. C'était vendredi soir dernier. Pamela organisait un autre de ses dîners, et ce n'était pas des réunions pour nos amis. Non, c'était des auditions. Elle essayait toujours d'impressionner ce cercle de personnes avec plus d'argent, plus de relations, plus de tout. Des gens avec des noms comme Nicole et Brandon. D'habitude, je faisais une brève apparition, je sirotais une bière dans un coin, puis je disparaissais dans mon bureau. C'était un impôt que je payais pour une vie paisible, ou du moins c'est ce que je croyais. Cette fois, c'était différent. J'avais eu une semaine brutale au travail, et honnêtement, j'avais vraiment hâte de manger un bon repas, même si cela signifiait écouter une autre conférence sur les crypto-monnaies ou les cafés au lait d'avoine. Je suis entré dans la salle à manger. C'était en pleine effervescence. 6 invités, tous riant pendant que Pamela les flattait. La table était parfaite, une œuvre d'art, couverts étincelants, serviettes en lin, un arrangement floral qui coûtait probablement plus cher que nos courses de la semaine. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai compté les couverts. 6 invités plus Pamela, ça fait 7. J'ai regardé autour de moi. Peut-être que ma place était dans la cuisine? Sur une table d'appoint? Rien. Juste un espace vide là où j'étais censé être. Pamela m'a vu. Elle m'a fait ce sourire crispé, éclatant, toute dent dehors. C'est le sourire qu'elle utilise juste avant de dire quelque chose qu'elle pense être intelligent et dévastateur. Oh, Justine, dit-elle, sa voix juste assez forte pour percer le brouhaha. Mince, j'ai complètement oublié. Son amie Nicole, qui me regardait toujours comme si j'étais un meuble qu'elle voulait remplacer, a laissé échapper un petit rire étouffé, un gloussement. J'ai gardé un visage parfaitement neutre. Oubliez quoi? Le sourire de Pamela s'est élargi. Elle a fait un vague geste de la main vers la table pleine. De te mettre une place, idiot que je suis. Puis elle s'est tournée vers son public, son vrai public, et a ri. C'était une performance. J'imagine qu'on oublie tout simplement les gens ennuyeux. Une vague de ricanements a parcouru la table. Pas un vrai rire, juste de petits bruits approbateurs, le son que font les gens quand ils savent qu'ils sont censés trouver la blague méchante amusante. Et à ce moment-là, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Ça ne s'est pas fracassé. Ça a juste fait, clic, comme le lourd pen d'un coffre-fort de banque qui se met en place. Ce n'était pas une erreur. C'était un message, une annonce publique. Je ne faisais pas partie de la vie qu'elle construisait. J'étais juste le type qui payait pour la peinture et la toile, et on s'attendait à ce que je disparaisse lorsque le chef-d'œuvre était exposé. Je l'ai regardé droit dans les yeux, son visage suffisant, attendant juste que je sois troublé, que je me dispute, que je fasse une scène qu'elle pourrait transformer en histoire plus tard. Je ne lui ai rien donné. J'ai souri en retour, un petit sourire calme. Pas de problème, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Amusez-vous bien. Et je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos. Le silence gêné était si fort qu'on pouvait l'entendre. Mais je ne suis pas allé à mon bureau. Non, j'ai descendu le couloir et je suis entré dans le garage. La maison où nous vivions, la maison dont je payais la plus grande partie du crédit, avait un grand tableau électrique sur le mur. Je l'avais installé moi-même, étiqueté chaque interrupteur. J'ai ouvert la porte en métal froid. Alimentation principale, cuisine, salon, salle à manger, chambre principale. Ma main était stable. J'ai basculé chaque interrupteur sur la position « Arrêt ». Clic et clic. Clic et clic. J'en ai laissé un allumé, un seul, pour le congélateur du garage et le réfrigérateur supplémentaire.
Je ne suis pas un monstre, je n'allais pas laisser des centaines de dollars de nourriture se gâter. Il s'agissait d'un message, pas de vandalisme. Depuis la salle à manger, j'ai entendu un cri, puis un chœur de voix confuses et alarmées alors que toute la maison plongeait dans une obscurité absolue et désorientante. Je n'ai pas attendu le deuxième acte. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé hors de l'allée, j'ai fermé la porte du garage derrière moi, et alors que je roulais dans notre rue tranquille, mon téléphone s'est allumé, Pamela. Je l'ai laissé sonner. Il s'est allumé encore, et encore, et encore. J'ai trouvé un hôtel à environ 20 minutes, je me suis enregistré, je me suis connecté à leur Wi-Fi, et les textos ils ont afflué. Justine, qu'est-ce que tu as foutu? Le courant est coupé. C'est une sorte de blague? Rallume-le tout de suite. Mes invités paniquent. Nicole a renversé du vin rouge sur sa robe blanche. Justine, je suis sérieuse. Tu te comportes comme un gamin. Tu as tout gâché. Tu es seulement là? Décroche le téléphone. S'il te plaît, Justine, reviens juste réparer ça. On en parlera plus tard. Je suis désolé, d'accord? Juste s'il te plaît. J'ai lu chacun d'entre eux, et je n'ai rien ressenti. Juste une étrange et froide clarté. Ce dernier texto disait tout, n'est-ce pas? Des excuses utilisées comme une clé pour obtenir ce qu'elle voulait. J'ai mis mon téléphone en silencieux, face contre la table de nuit, j'ai commandé un hamburger au service de chambre et j'ai allumé la télé. Pour la première fois depuis des années, ma maison était sombre et chaotique, et j'étais quelque part au calme et en paix. Mise à jour 1. J'ai dormi 8 heures d'affilée, le genre de sommeil que je pensais ne plus jamais connaître. Je me suis réveillé devant un cimetière de notifications sur mon téléphone, 37 appels manqués de Pamela, des textos longs comme un roman passant par toutes les étapes de la manipulation à fureur, inquiétude feinte, tu vas bien? J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose, et retour à la rage pure. Je n'ai pas répondu. Je connaissais la routine de Pamela, je la connaissais par cœur. Après une nuit comme ça, elle ferait la grasse matinée, se traînerait à un cours de yoga chaud à 10 heures, puis irait à un long déjeuner tardif de commérage avec ses amis pour disséquer la chose folle que son mari a faite. Sa prévisibilité était sa plus grande faiblesse. À 10h15, j'ai quitté l'hôtel et je suis rentré chez moi. La maison était vide, comme je le pensais. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, elle avait dû partir en panique. À l'intérieur, c'était une zone de sinistre, des verres à vin par terre, certains brisés, des assiettes de risotto froid et cher qui durcissaient sur la table. Tout l'endroit sentait le vin éventé et le parfum esséurant de Pamela. C'étaient les décombres de sa fête parfaite. Je n'ai pas nettoyé. J'avais une mission. Directement dans mon bureau. J'ai emballé mon ordinateur portable personnel, mes disques durs, tous mes dossiers financiers. Puis le coffre-fort dans notre placard. Elle n'arrivait jamais à se souvenir de la combinaison. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait notre argent liquide d'urgence et des documents importants. J'ai pris mon passeport, mon certificat de naissance et exactement la moitié de l'argent. Pas un centime de plus. J'ai laissé ses affaires, son argent, complètement intact. Ce n'était pas un vol, c'était une séparation. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'un peu mesquin. Je l'admets. Pamela avait cette machine à expresso italienne absurdement chère, une La Marzocco. C'était son bébé, la star de son Instagram, son symbole de vie sophistiquée. Elle aimait cette chose plus que moi. Je l'ai soigneusement débranchée, j'ai enroulé le cordon et je l'ai transporté jusqu'à ma voiture comme si je sauvais un otage. J'ai aussi pris le sac de grains de café artisanaux à 30 $. Mon dernier arrêt fut le garage. Je me suis dirigé vers le tableau électrique et j'ai remis tous les interrupteurs sur la position « marche ». Je voulais qu'elle revienne dans une maison avec du courant, une maison avec des lumières. Mais je voulais qu'elle voie que les composants clés manquaient, moi et la machine qui alimentait ses matins. Le fournisseur de services, pourrait-on dire, avait pris sa retraite. Je suis entré et sorti en moins de 30 minutes. J'ai tout conduit jusqu'à un garde-meuble que j'avais loué en ligne, j'ai trouvé un nouvel hôtel pour long séjour, et cette fois, j'ai payé avec ma carte de crédit personnelle, pas la carte commune. Leçon apprise. Vers 13 heures, l'appel est arrivé. J'ai pensé qu'il était temps de répondre. Justine, où es-tu? Le courant est revenu, mais, es-tu revenu ici? Sa voix était suspicieuse. Un petit moment, ai-je dit calmement.
J'avais besoin de prendre quelques affaires. Une pause. J'ai entendu ses pas rapides sur le parquet à travers le téléphone. Tes affaires? De quoi tu parles? Tous tes vêtements sont ici. Mes affaires importantes, Pamela. Une autre pause, puis un cri rauque et authentique d'horreur. Ma machine à café. Où est ma machine à café? Justine, tu l'as prise? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'y a rien qui ne va pas chez moi, ai-je dit, la voix égale. J'ai juste pensé que j'allais en avoir besoin. En avoir besoin pourquoi, a-t-elle hurlé. Pour mon nouvel appartement. Le silence à son bout du fil était lourd. On pouvait le sentir. Nouvel appartement? Tu me quittes? Parce que j'ai fait une blague stupide à un dîner? Tu fais une dépression nerveuse? La manipulation psychologique, la minimisation. Pile à l'heure. Non, Pamela, ai-je dit, et j'ai finalement laissé la froideur que je ressentais s'infiltrer dans ma voix. Je pars parce que tu m'as montré exactement où était ma place. Tu penses que je suis ennuyeux et oubliable, et tu l'as annoncé à une salle pleine de gens. Tu le pensais. Ce n'était pas juste une blague. Mais notre vie, notre maison. Balbutia-t-elle. Tu as la maison pour l'instant, ai-je dit. Je vais parler à un avocat pour voir les prochaines étapes. Je l'ai entendu aspirer une bouffée d'air. Le mot « avocat » a été comme un seau d'eau glacée. Un avocat? Justine, ne fais pas ça. Tu es juste en colère. Tu réagis de manière excessive. Rentre à la maison, on peut en parler. Je vais même m'excuser auprès de Nicole pour avoir ruiné sa robe. L'audace. C'était presque impressionnant. Elle pensait toujours que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Je ne pense pas que tu comprennes, Pamela. Au revoir. J'ai raccroché. Et puis j'ai bloqué son numéro. C'était une solution temporaire, je le savais, juste un petit barrage contre le déluge que je savais imminent. Mise à jour 2. Le barrage a cédé, bien sûr. Les appels bloqués se sont transformés en un flot de mai. Sa famille, ses amis, ils ont tous commencé à m'envoyer des textos, chantant la même chanson, j'étais cruel, instable, je jetais un mariage merveilleux pour un malentendu trivial. Pamela était une conteuse hors pair, et dans sa version, elle était la victime terrifiée de ma soudaine dépression émotionnelle. Il m'a fallu 3 jours angoissants pour obtenir une consultation avec un bon avocat spécialisé en divorce. Toute cette semaine a été un brouillard de stress et de paperasse. J'ai rassemblé tous les documents financiers que j'avais. L'avocate, une femme vive d'esprit nommée Maître Ruth, a écouté toute mon histoire. Elle n'a pas réagi, elle m'a juste regardé, son visage impassible. Quand j'ai eu fini, elle a juste hoché la tête une fois. Ces tactiques sont courantes, a-t-elle dit. La documentation, c'est le pouvoir. Suivant ses conseils, j'ai demandé à son cabinet d'envoyer un avis de séparation officiel à Pamela. C'était standard, dans les règles. Il proposait de vendre la maison, de partager les biens conformément à la loi de l'État, et comme elle n'avait pas travaillé depuis 5 ans, il incluait une proposition équitable de pension alimentaire temporaire. Ceci, apparemment, fut une déclaration de guerre. Elle m'a trouvé. J'avais fait une erreur, j'avais utilisé notre compte de récompense d'hôtel commun pour réserver la première nuit au nouvel endroit. Une erreur de débutant. Une notification par email a suffi. Un soir, on frappe fort et avec insistance à ma porte. Je regarde par le Judas. C'est elle. J'ai ouvert la porte. Ça ne servait à rien de fuir. Nous devons parler, dit-elle et elle est entrée de force dans la chambre. Pamela, c'est à ça que servent les avocats. Elle s'est retournée, son visage un masque de pure indignation. Ton avocat? Celui qui m'a envoyé ce torchon insultant. Vendre la maison? Justine, as-tu complètement perdu la tête? C'est un bien commun, dis-je calmement. Aucun de nous ne peut se la permettre seul. C'est la seule étape logique. Non, a-t-elle rétorqué, la voix montant. C'est ma maison. Ma vie est là. Tu n'as pas le droit de détruire ma vie parce que tes petits sentiments ont été blessés. Mes sentiments n'ont pas été blessés, dis-je, et ma voix était dangereusement calme. Mes yeux se sont ouverts. Il y a une grande différence. Elle a commencé à faire les 100 pas, un tigre en cage. J'ai parlé à un avocat, aussi, tu sais.
Et elle a dit que ton comportement paraîtra terrible au tribunal, filer en douce, couper le courant, voler des choses. Ils te verront comme vindicatif et instable. Tu penses être malin, mais tu ne fais que me donner des munitions. Voler, ai-je demandé. Je crois que mon avocat a appelé ça la sécurisation d'un bien matrimonial partagé. Elle a balayé ça d'un geste de la main. J'ai sacrifié ma carrière pour toi. J'ai construit une vie pour nous. Tu as quitté un emploi à temps partiel dans la vente parce que tu t'ennuyais, dis-je sèchement. Et tu as construit une vie pour toi. J'étais juste le type qui payait pour tout. La vérité l'a frappée comme une gifle. Elle a littéralement reculé. Ses tactiques ont changé. L'agression s'est transformée en menace. Tu ne prendras pas ma maison. Nous irons au tribunal, et je me battrai pour tout. Je leur dirai à quel point tu es froid, comment tu as eu cette crise. Je ferai traîner ça pendant des années. Tu seras fauché et malheureux avant de voir le moindre centime. Elle était douée. Je dois l'admettre, elle était douée. Pendant une seconde, un léger frisson de doute m'a traversé. Elle pouvait faire de ma vie un enfer. Puis elle a encore changé. La colère a disparu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Sa voix est devenue douce. Justine, comment peux-tu nous faire ça? Après 10 ans. Je pensais que tu m'aimais. C'était vertigineux. Les menaces, l'apitoiement, la culpabilité et une décharge de manipulation. Mais le charme était rompu. Je pouvais voir toutes les ficelles maintenant. Je pense que oui, dis-je, et l'honnêteté de ma réponse m'a surpris moi-même. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Son visage s'est de nouveau durci. Les larmes ne fonctionnaient pas. Elle a regardé autour de la chambre d'hôtel stérile, et ses yeux se sont posés sur mon verre d'eau sur le bureau. D'un geste furieux de la main, elle l'a fait tomber par terre. Très bien. Amuse-toi bien dans ton triste petit repère d'homme. Tu le regretteras. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort qu'elle a fait trembler le cadre. Je suis resté là, à regarder la flaque d'eau s'étendre sur la moquette bon marché. Je n'étais pas heureux. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste fatigué. Mais j'étais toujours debout. Mise à jour finale. La guerre promise par Pamela a bien eu lieu. Les 6 mois suivants ont été les plus longs et les plus épuisants de ma vie, un broyage au ralenti de frais juridiques, de paperasse et de séances de médiation qui ressemblaient à une guerre psychologique. La stratégie de Pamela était simplement le chaos, tout jeter contre le mur et voir ce qui colle. Ils ont déposé des requêtes affirmant que j'étais émotionnellement abusif, utilisant la coupure de courant comme pièce à conviction numéro 1. Ses amis, y compris Nicole, ont fait des dépositions dramatiques sur mon « silence alarmant » et mes « tendances antisociales ». L'affirmation selon laquelle je m'étais « enfui avec un appareil de cuisine de grande valeur » a été un vrai moment fort. Cela m'a coûté $500 en frais juridiques juste pour y répondre. Mais Pamela a commis une erreur fatale. Elle pensait pouvoir charmer et manipuler le système juridique lui-même. Elle ne pouvait tout simplement pas comprendre qu'un juge se moque de ses sentiments, un juge se soucie des preuves. Et j'en avais des années. La vraie bataille s'est déroulée dans ces salles de médiation froides et stériles. Je restais assis là, calme et silencieux, pendant que Pamela alternait entre les pleurs et les accusations. Mon avocate, Maître Ruth, était un roc. Elle continuait simplement de présenter les faits, des feuilles de calcul, des documents financiers montrant mes revenus par rapport à ses dépenses, des relevés de cartes de crédit et des milliers dépensés en fêtes, vêtements, déjeuners tardifs. Mon « silence alarmant » a commencé à ressembler beaucoup à de la stabilité à côté de son drame constant. Le coup de grâce fut la maison. Elle refusait de la vendre, l'appelant « son sanctuaire ». Donc, dans le cadre de la procédure de communication des pièces, mon avocate a demandé par assignation ses récents relevés bancaires. Et le tableau qu'ils ont brossé était, eh bien, il était accablant. Nous étions tous assis autour de cette table polie pour notre 3e séance de médiation. Maître Ruth a fait glisser un relevé bancaire vers la médiatrice. La médiatrice a dit, regardant par-dessus ses lunettes, « Mademoiselle Pamela, il semble que le crédit immobilier n'a pas été payé depuis 3 mois. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?» Pamela était troublée. J'ai été soumise à une détresse émotionnelle extrême. Ça a été difficile de tout gérer. Maître Ruth a fait glisser un autre relevé sur la table, une facture de carte de crédit. Il semble, dit-elle, la voix sèche comme le désert,
que pendant que vous étiez incapable de gérer le paiement du crédit de $2800, vous avez pu gérer un week-end au spa à $3500 avec votre amie Nicole et l'achat d'un nouveau sac à main. Pamela est devenue rouge pivoine. Elle a commencé à bafouiller des excuses sur le bien-être personnel et la nécessité de maintenir les apparences, mais c'était fini. Le mal était fait. J'ai regardé la médiatrice, cette femme pragmatique qui avait clairement tout vu, regarder Pamela avec juste cette expression de profonde déception. C'était ça. C'était le moment où la guerre était perdue. Face à un juge qui forcerait de toute façon une vente et saisirait sa moitié pour couvrir les paiements manqués, elle a finalement accepté un règlement. Il n'y a pas eu de grande victoire triomphale au tribunal. La maison a été vendue. Après avoir remboursé le crédit, les avocats, les impôts, nous sommes chacun repartis avec une somme d'argent respectable, mais pas de quoi changer une vie. Le tribunal m'a ordonné de lui verser une pension alimentaire pendant 2 ans, pas la décennie qu'elle voulait. Ce n'est pas une fin de conte de fées parfaite. Je suis maintenant dans un appartement loué plus petit. La bataille juridique a pris une énorme part de mes économies. J'ai perdu des amis, des gens qui ont choisi de croire sa version des faits. Ma relation avec sa famille n'est plus qu'un cratère. Pamela, elle, est dans un appartement branché en centre-ville que sa pension alimentaire et un nouveau travail à temps partiel couvrent à peine. Son Instagram est toujours une compilation de moments forts de déjeuners tardifs et de soirées, mais j'entends des choses. Son cercle s'est rétréci maintenant qu'elle n'a plus une grande maison pour organiser des fêtes. Et la machine à expresso? Elle est toujours dans mon garde-meuble. Je n'arrive pas à me résoudre à l'utiliser, je n'arrive pas à me résoudre à la vendre. J'ai l'impression que c'est une relique d'une autre vie, un trophée d'une guerre que je n'ai jamais voulu mener. Mais ce matin, je me faisais un café, juste avec une simple cafetière à filtre. Le soleil entrait par la fenêtre de ma propre cuisine tranquille. Il n'y avait pas d'attente, pas de performance à donner, personne à impressionner. Il n'y avait personne autour pour me traiter d'ennuyeux. Et dans ce moment calme, paisible et ennuyeux, j'ai réalisé que j'étais enfin libre. Et ça, il s'avère, c'est un luxe qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais acheter.